Ils ont construit un empire sur la peur, la terreur et les exécutions. En quelques mois à peine, Daesh est passé d'une force insurrectionnelle obscure à l'organisation terroriste la plus redoutée au monde. Une secte de la mort qui filmait ses propres atrocités et les diffusait au monde entier. Rien ne semblait pouvoir freiner leur ascension. Comment un groupe issu du chaos a-t-il conquis autant, si vite? Et pourquoi tout s'est-il effondré? Dans l'épisode d'aujourd'hui de l'infographie, nous allons examiner l'ascension et la chute de Daesh. L'invasion américaine de l'Irak devait être rapide et précise. Renverser Saddam Hussein, trouver des armes de destruction massive, instaurer la démocratie, puis rentrer chez soi. La partie invasion a bien fonctionné. Le problème, c'est que tout ce qui a suivi a posé problème. En 2003, Paul Bremer a pris la tête de l'autorité provisoire de la coalition. En gros, il s'est réveillé un matin, et on lui a dit qu'il allait diriger l'Irak. Bremer a pris 2 décisions qui, rétrospectivement, ont attisé le feu. Première décision, il a décidé de dissoudre toute l'armée irakienne, pas seulement les officiers loyaux à Saddam. Tous les 400 000 soldats en une nuit. Le gouvernement Bremer comptait de nombreux Irakiens formés militairement, sans emploi, armés et rancuniers. La seconde décision concernait la débatification. Cela signifiait licencier tous les anciens membres du parti basse de Saddam du gouvernement. Cela semblait raisonnable, sauf que c'était la seule manière d'obtenir un emploi gouvernemental sous Saddam Hussein. Il fallait rejoindre le parti. Donc maintenant, il y avait des soldats entraînés avec des rancunes et des bureaucrates tous au chômage, en colère et cherchant quelqu'un à blâmer. Cela a créé un vide de pouvoir que quelqu'un devait combler. Et dans ce chaos entre un homme nommé Abu Musab al-Zarqawi, né Ahmad Fadil al-Nazal al-Kalala en Jordanie, en 1966, al-Zarqawi n'était le cerveau terroriste de personne dans sa jeunesse. Il a abandonné l'école, s'est impliqué dans des bagarres de rue et buvait des quantités ridicules d'alcool. Il ne correspondait pas vraiment au profil typique d'un djihadiste, mais la prison l'a changé. Il est allé en prison en Jordanie au début des années 90 pour des activités radicales, et lorsqu'il en est sorti en 1999, il était un homme transformé. Zarqawi avait séjourné en Afghanistan à la fin des années 1980, mais trop tard pour combattre les soviétiques. Il reviendrait déterminé à faire ses preuves, et l'Irak, en 2003, lui a offert l'opportunité de sa vie. En 2003, quelques mois après l'invasion, Zarqawi s'est manifesté par un attentat à la voiture piégée contre l'ambassade de Jordanie à Bagdad. 17 personnes ont été tuées. 2 semaines plus tard, il a fait exploser le siège de l'Organisation des Nations Unies, tuant 22 personnes, dont l'envoyé spécial Sergio Vieira de Mello. Mais il n'avait pas fini. Il a ciblé les civils chiites, les mosquées, marchés et funérailles, partout où il y avait foule. À bien des égards, Zarqawi était différent des autres terroristes. La plupart, même les plus violents, ont une limite qu'ils ne dépasseraient pas. Mais Zarqawi n'en avait aucune. En 2004, il a personnellement décapité l'entrepreneur américain Nicolas Berg devant la caméra. Zarqawi ne déléguait pas cela. Malgré son masque, la CIA a déclaré qu'il l'avait fait lui-même. Ses combattants enlevaient et exécutaient des civils de façon atroce. Cette violence n'était pas aléatoire. Tout cela faisait partie d'une stratégie. Al-Qaïda visait les Américains, mais Zarqawi cherchait à provoquer une guerre civile sunnite-chiite en Irak. Pourquoi? Eh bien, parce que le chaos favorisait le recrutement. Plus la situation empirait, plus de gens se tournaient vers les extrémistes pour se protéger. En octobre 2004, il officialise son allégeance à Oussama Ben Laden et renomme son groupe Al-Qaïda en Irak. Ironiquement, même Ben Laden trouvait que Zarqawi allait trop loin. Trop extrême pour Al-Qaïda, imaginez. C'était Zarqawi. Le 22 février 2006, la mosquée Al-Askari à Samarra, l'un des sites les plus sacrés de l'islam chiite, a été détruite. Les sbires de Zarqawi, déguisés en policiers irakiens, étaient entrés dans la mosquée, avaient y placé des explosifs et fait s'effondrer son célèbre dôme doré. L'explosion n'a fait aucun mort, mais cela importait peu. Ensuite, un bain de sang civil, voulu par Zarqawi, a éclaté. Les milices chiites ont riposté. Les insurgés sunnites ont contre-attaqué. Chaque matin, des corps torturés et exécutés étaient retrouvés dans les rues. En 2006, environ, 34 000 Irakiens ont été tués dans des violences sectaires. Pour illustrer, c'est comme si le 11 septembre se produisait chaque mois en Irak pendant un an. Zarqawi a provoqué une guerre civile en Irak, mais n'a jamais vu la suite des événements. Les services de renseignement américains le traquaient depuis des années, et ils ont finalement réussi à le localiser dans une planque près de Bakuba. Un chasseur F-16 a largué 2 bombes guidées GBU, 12 de 500 livres, directement sur le bâtiment où il se trouvait.
D'une manière ou d'une autre, Zarqawi a survécu à la première explosion, extrait des décombres par la police irakienne, mais il est décédé quelque temps plus tard, à seulement 39 ans. Voilà, c'était fini. On tue Zarqawi et le groupe tombe. D'habitude c'est comme ça, non? Pas cette fois. Après la mort de Zarqawi, Al-Qaïda en Irak a fait quelque chose de différent, quelque chose d'intelligent. Ils ont changé de nom. En octobre 2006, ils ont annoncé la création de l'État islamique d'Irak. Peu importe s'ils ne contrôlaient aucun territoire ni légitimité politique. C'était un coup psychologique. Nous ne sommes pas des insurgés, mais un gouvernement. La nouvelle direction, moins flamboyante que Zarqawi, restait tout aussi engagée idéologiquement. En 2007, deux événements ont failli les anéantir. D'abord, le président Bush a ordonné le renforcement des troupes. 30 000 soldats américains en plus sont arrivés en Irak. De plus, les tribus sunnites d'Al-Anbar en Irak sont fatiguées de la brutalité d'Al-Qaïda. Ils ont formé l'éveil d'Al-Anbar, s'associant aux forces américaines pour combattre les extrémistes. En 2008, les attaques de l'État islamique d'Irak ont chuté de façon spectaculaire. Ils étaient attaqués de toutes parts. À l'insu des Américains, le noyau dirigeant des insurgés avait survécu. Beaucoup ont été arrêtés et envoyés au camp Bouka, un centre de détention américain dans le sud de l'Irak. Le camp Bouka, prévu pour isoler les extrémistes, est finalement devenu leur centre de recrutement. Les futurs chefs de Daesh s'y sont rencontrés, radicalisés et ont planifié. Un ancien détenu du camp Bouka a déclaré aux journalistes que c'était comme une université du djihad. En 2010, Abu Bakr al-Baghdadi est devenu le chef du groupe. Contrairement à Zarqawi, Baghdadi était un érudit titulaire d'un doctorat en études islamiques. Il était plus discret, calculateur, ayant compris une chose cruciale, l'État islamique devait attendre. Les Américains finiraient par partir. Le gouvernement irakien était faible et sectaire, tandis que la Syrie voisine était sur le point d'exploser. En mars 2011, une vague de manifestations qui avait renversé les gouvernements en Tunisie et en Égypte, connue sous le nom de printemps arabe, a atteint la Syrie. Les manifestants ont exigé des réformes du président Bachar el-Assad, le même qui a finalement été déposé en décembre dernier. À l'époque, Bachar el-Assad a choisi de réprimer leurs revendications par la violence. Des manifestations pacifiques sont devenues une rébellion armée. En 2013, la Syrie était en ruine et était devenue un chaos géopolitique. Il y avait les forces gouvernementales d'Assad, les rebelles laïcs de l'armée syrienne libre, les milices kurdes, des factions islamistes de toutes sortes et des combattants étrangers afflués du monde entier. L'est de la Syrie est devenu une zone de non-droit sans réel contrôle. Pour Abu Bakr al-Baghdadi, c'était l'opportunité qui l'attendait. En 2013, il a envoyé des combattants en Syrie et déclaré la fusion de son État islamique d'Irak avec le front Al-Nosra, branche syrienne d'Al-Qaïda. Un seul problème subsistait, le front Al-Nosra refusait les conditions. La direction centrale d'Al-Qaïda a pris le parti du front Al-Nosra et ils ont dit à Baghdadi de rester en Irak. En février 2014, Al-Qaïda a désavoué l'État islamique, mais ignorait ce qu'ils avaient déclenché. En juin de cette année, le monde a découvert l'État islamique en action. Mossoul, la deuxième plus grande ville d'Irak, abritait 2 millions d'habitants, une histoire ancienne et environ 30 000 soldats de l'armée irakienne, et quelque chose d'inédit était en train de se produire. Des convois de pick-up, équipés de mitrailleuses, franchissaient les points de contrôle avec à leur bord 1500 combattants déterminés de l'État islamique. La bataille aurait dû durer des semaines. Au lieu de cela, elle n'a duré que 3 jours. Le résultat fut inattendu pour tout le monde. Les soldats irakiens ont enlevé leurs uniformes et abandonné les chars avec les clés sur le contact. Les officiers se sont enfuis en civil. Au coucher du soleil, le 10 juin, des drapeaux noirs flottaient sur les bâtiments gouvernementaux, et l'organisation terroriste, la plus redoutée du XXIe siècle, venait de se révéler au monde. La force de Daesh qui a attaqué Mossoul était en infériorité numérique, environ 20 contre 1. L'armée irakienne qui défendait la ville avait tout ce dont elle avait besoin pour repousser une attaque menée par un groupe de prétendus amateurs à bord de pick-ups Toyota. Normalement, Daesh n'aurait pas dû prendre un quartier, encore moins la ville entière. Comment cela a-t-il été possible ? Daesh avait mené des mois de campagne de terreur à Mossoul avant l'invasion. Ils ont tué des policiers, assassiné des juges chez eux et décapité des soldats à des points de contrôle. En juin, les forces irakiennes étaient déjà effrayées. Quand les combattants de Daesh, souvent vétérans des combats en Syrie, ont envahi la ville, les soldats irakiens n'ont pas vu une force inférieure en nombre. Ils ont vu des vidéos de décapitation. Les commandants ont fui en premier, suivis des officiers et des autres. Ils ont laissé Humvee, artillerie, hélicoptères et armes. La valeur du matériel américain abandonné dépassait 580 millions de dollars selon une estimation. Si cela ne suffisait pas,
Daesh n'a pas seulement pris le matériel militaire. Ils ont pillé la banque centrale de Mossoul et sont partis avec des millions en liquide dans des sacs. En peu de temps, Daesh est devenu l'une des organisations terroristes les mieux équipées et les plus riches de l'histoire, sans s'arrêter à Mossoul. Tikrit est tombé le lendemain, puis Tal Afar. À la fin du mois de juin, Daesh contrôlait environ un tiers de l'Irak. En même temps, il s'emparait de territoires en Syrie, y compris de champs pétrolifères, qui allaient alors assurer des revenus durables. Quelques semaines plus tard, Daesh a diffusé un audio annonçant un califat, obligeant les dirigeants occidentaux à chercher sa signification dans le dictionnaire. Le califat n'est pas un émirat, comme on en voit aujourd'hui. Ce n'est pas non plus un État islamique. Dans l'histoire islamique, le calife est le successeur politique et religieux de Mahomet. Depuis la chute de l'Empire ottoman, en 1924, aucun califat n'avait été largement reconnu. Abou Bakr al-Baghdadi a été nommé calife Ibrahim. Le 4 juillet, date symbolique, Baghdadi a fait sa seule apparition publique. Il est entré dans la grande mosquée Al-Nouri à Mossoul, est monté sur la chaire et a prêché devant les fidèles. Il portait une robe noire et un turban. Il avait l'air calme, presque professoral, et il parlait, avec l'autorité de quelqu'un qui croyait vraiment diriger un empire islamique. Fin 2014 et début 2015. Daesh contrôlait un territoire en Syrie et en Irak d'environ 34 000 à 40 000 miles carrés, soit la taille de l'Indiana. Il dominait entre 8 et 12 millions de personnes. Les héritiers spirituels de Zarqawi l'avaient fait. Ils avaient transformé leur mouvement, passant de cellules dormantes cachées dans des grottes à un véritable proto-État avec un territoire et une population. Et Daesh a réellement essayé de gouverner ce territoire. Ils ont créé des départements d'éducation, santé et infrastructure. Ils ont pavé des routes, ils géraient des hôpitaux. Les ordures étaient ramassées dans les rues. Et à Raqqa, en Syrie, leur capitale de facto, ils ont même mis en place des cuisines populaires, des tribunaux, des forces de police, et un bureau de protection des consommateurs qui enquêtait sur les cas de fraude. Bien sûr, la gouvernance était cauchemardesque et coercitive à l'extrême. Leur système éducatif interdisait tout sauf les études religieuses et les mathématiques de base. Leur système de santé excluait toute personne qui ne prêtait pas serment de loyauté. Leurs tribunaux infligèrent des peines telles que la crucifixion pour vol ou l'exécution publique pour avoir fumé des cigarettes. Heureusement pour eux, le modèle économique a marché, au moins un temps. Ils ont gagné entre 1 et 3 millions de dollars par jour, grâce à diverses sources, y compris le pétrole provenant des zones contrôlées en Syrie, et passé en contrebande vers des acheteurs en Turquie. Il y avait aussi la taxation, le racket des entreprises forcées de payer l'État pour rester ouvertes, la vente d'antiquités pillées sur des sites anciens, et les enlèvements, gardant des otages contre des millions en rançon. Ces revenus finançaient leurs opérations et payaient les combattants, les recrues étrangères, mieux rémunérées que les locaux, suscitaient du ressentiment. Cela finançait également la machine de propagande, qui est devenue l'une des plus grandes forces du groupe. L'un de leurs principaux supports était Dabiq, un magazine en anglais très soigné, semblant issu d'une maison d'édition professionnelle. Il regroupait divers articles de théologie, ainsi que des rapports de bataille et des appels au recrutement. La qualité du design était supérieure à celle de nombreux magazines légitimes en Occident. Leurs vidéos étaient également terrifiantes. Ce n'étaient pas les enregistrements granuleux des grottes liés à la première vague terroriste des années 2000. Ils employaient divers angles de caméra, un montage pro, des graphismes 3D et une musique dramatique. Certaines vidéos d'exécution étaient de haute qualité. C'est parce que Daesh a recruté des professionnels des médias, des graphistes, des monteurs et des réalisateurs qui avaient été radicalisés en Occident. Leur stratégie sur les réseaux sociaux était sophistiquée. Ils utilisaient Twitter, Facebook et Telegram pour propager leur propagande, recruter et revendiquer des attaques. Ils créaient des hashtags, ils réagissaient aux événements en temps réel. Quand les gouvernements occidentaux fermirent dans des comptes, de nouveaux étaient créés en quelques heures. Cela fonctionnait très bien. Entre 2014 et 2016, on estime que 40 000 combattants étrangers provenant de plus de 110 pays se sont rendus pour rejoindre Daesh. Près de 5 000 venaient d'Europe et 250 des États-Unis parmi eux. Médecins, ingénieurs, enseignants et familles avec enfants. De jeunes femmes ont quitté une vie confortable pour devenir des épouses djihadistes aux Raqqa. Des hommes sans expérience militaire ont pris l'avion pour la Turquie, traversé illégalement la frontière syrienne et rejoint une secte de la mort, influencée par des vidéos donnant l'impression d'un combat important. On comprend aisément comment Daesh a diffusé autant de peur dans le monde. En 2015, Daesh avait effectivement appris à exporter la terreur. Cette année-là, des attaques coordonnées ont éclaté à travers Paris, en France. Daesh a attaqué des restaurants, le Bataclan et le Stade de France.
Des hommes armés et des poseurs de bombes ont fait 137 morts et plus de 400 blessés. Les assaillants, formés en Syrie, étaient revenus en Europe pour cette mission. En mars 2016 à Bruxelles, des attentats à la bombe à l'aéroport et dans le métro ont fait 32 morts. C'était la même cellule responsable des attaques de Paris, dont certains membres restaient en liberté. 3 mois après, un tireur isolé a tué 49 personnes au Pulse Nightclub à Orlando, Floride. Il a prêté allégeance à Daesh lors de l'attaque, même si les enquêteurs pensaient qu'il était inspiré, non dirigé, par le groupe. Cela restait néanmoins un cas effrayant de ce qui allait être connu sous le nom d'extrémisme d'origine locale. Au-delà de ces attaques majeures, les affiliés de Daesh prêtaient allégeance et menaient des opérations à travers le monde. Boko Haram et le Nigeria sont désormais la branche Afrique de l'Ouest de Daesh. Des groupes au Sinaï, en Libye, au Yémen, en Afghanistan et aux Philippines se sont déclarés provinces de Daesh. Pendant un moment, il semblait que Daesh était inarrêtable. Ils étaient un mème, une marque et un mouvement. Tous les États défaillants et groupes terroristes voulaient s'associer à eux. Les empires fondés sur la terreur ne durent pas. Daesh allait vite le découvrir. L'effondrement résultait en fait d'une décision de 2014. En août de cette année-là, les combattants de Daesh ont attaqué le mont Sinjar, au nord de l'Irak, où vit la minorité yézidi. Ce qui a suivi était un génocide, peu importe la définition. Exécution massive d'hommes et de garçons, des milliers de femmes et de filles réduites en esclavage, des familles mourant de faim sur une montagne, encerclées par Daesh en contrebas. Les images choquantes ont poussé le président Obama à autoriser des frappes aériennes. Le 7 août, l'armée américaine, partie d'Irak 3 ans auparavant, était revenue. En septembre, les États-Unis ont lancé l'opération Inherent Resolve avec une vaste campagne aérienne. Au sommet, la coalition a mené des milliers de sorties aériennes. Au moment où le califat territorial de Daesh est tombé en 2019, la coalition avait mené plus de 34 000 frappes aériennes. Mais la puissance aérienne seule ne gagne pas les guerres. Il faut des hommes sur le terrain. Et c'est là que les choses se compliquent en termes d'alliance. La coalition contre Daesh rassemblait les États-Unis, les forces de sécurité irakiennes réorganisées après, 2014, les Peshmerga kurdes au nord de l'Irak, les forces démocratiques syriennes et leurs milices kurdes armées par les États-Unis, ainsi que les forces de mobilisation populaire irakiennes, majoritairement chiites et souvent soutenues par l'Iran. Des pilotes américains soutenaient militairement les milices appuyées par l'Iran. Les États-Unis armèrent les Kurdes syriens, que la Turquie, alliée de l'OTAN, jugeait terroristes, tandis que la Russie bombardait et soutenait différentes forces anti-Daesh. C'était un bourbier géopolitique. Mais cela fonctionnait car tous voulaient en voir Daesh disparaître plus qu'ils ne se détestaient. Les batailles pour Kobané, Ramadi et Falloujah ont marqué des tournants dans la lutte contre l'État islamique. Kobané fut la première. Daesh avait encerclé la frontière syrienne, en contrôlait une grande partie et semblait prêt à écraser les défenseurs kurdes. Pourtant les Kurdes ont tenu rue par rue, soutenus par des frappes aériennes américaines incessantes. Lorsque Daesh a finalement battu en retraite, cela a marqué leur première grande défaite urbaine, et un coup psychologique, qui a prouvé qu'ils pouvaient être vaincus. La dynamique a encore changé avec la reprise de Ramadi et de Falloujah. Ramadi, capitale d'Al-Anbar, était tombée en mai 2015, un revers humiliant pour les forces irakiennes. Ça a repris en décembre, après de longs combats urbains, a prouvé que les unités irakiennes pouvaient les combattre efficacement avec un soutien international. 6 mois plus tard, les troupes irakiennes ont repris Falloujah, contrôlée par Daesh depuis 2 ans. La bataille d'1 mois a déplacé 90 000 civils mais ouvert la route vers Mossoul, préparant un combat brutal à venir. En octobre 2016, la coalition lance une offensive pour reprendre Mossoul, une bataille de 9 mois. Au plus fort, 100 000 soldats de la coalition affrontaient 5 000 à 12 000 défenseurs de Daesh. Ils avaient fortifié la ville pendant des années avec des explosifs et des voitures piégées. Les combats étaient apocalyptiques. Les militants de Daesh utilisaient les civils comme boucliers humains, menaient des attentats coordonnés et défendaient la ville avec un fanatisme extrême. La situation s'est vite inversée. Daesh a détruit la grande mosquée Al-Nouri, où Baghdadi avait proclamé le califat. Une semaine plus tard, la victoire a été déclarée à Mossoul. Au cours des années suivantes, l'emprise territoriale de Daesh s'est fortement réduite. Le 23 mars 2019, les drapeaux noirs du dernier bastion de Daesh à Baghouz, Syrie, ont été abaissés. En 5 ans, le califat a disparu. Ses plus grandes villes, Mossoul et Raqqa, ont été réduites en ruines, leurs quartiers rasés par des mois de combat. Des milliers de combattants de Daesh tués, des millions déplacés, sites historiques détruits.
Le groupe, autrefois irrésistible, s'est effondré face à la pression militaire, la surextension stratégique et l'aliénation des communautés qu'il voulait dominer. La libération de Mossoul a marqué un tournant décisif. En octobre 2019, Abou Bakr al-Baghdadi était mort, son soi-disant califat anéanti. Mais si l'État a disparu, le mouvement perdure. Des dizaines de milliers de détenus sont enfermés dans des camps et prisons de fortune en Syrie, où l'idéologie s'enracine et où les enfants grandissent, avec pour seul héritage le djihad. Les affiliés de Daesh, de l'Afghanistan au Mozambique, multiplient attentats, enlèvements et massacres sous la même bannière noire. La leçon est claire, les victoires militaires n'éteignent pas les idées. Daesh a montré à la fois le potentiel et la fragilité d'un État terroriste au XXIe siècle. Son califat fait désormais partie de l'histoire. Son ombre, elle, demeure, et l'histoire suggère que les anciens drapeaux noirs peuvent toujours se relever. Nous avons couvert l'ascension et la chute de Daesh, mais même parmi les extrémistes, tout le monde n'est pas d'accord. Regardez. Pourquoi les talibans et Daesh se détestent-ils ? Pour comprendre leur division idéologique, ou cliquez sur cette vidéo,